Oui, donc je vais reprendre et revenir sur une approche qui concerne un peu plus le viticulteur dans son quotidien aujourd'hui. La logique qui a été développée tout à l'heure de l'approche de RSE a été démontrée comme une approche qui est sans doute nécessaire, demande une évolution globale. Et dans cette globalité de RSE, je pense qu'on peut assez facilement intégrer des problématiques concrètes qui vont se poser, qui sont des enjeux majeurs, au niveau de la protection du vignoble et de l'enjeu immédiat sur les produits phytosanitaires. Alors, je resitue tout de suite mon propos. Mon propos n'est pas d'être alarmiste, de vous apporter des messages qui vont vous dire « attention, vous allez être contraint ». C'est plutôt de faire un état des lieux le plus objectif possible et surtout de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de faire cet état des lieux et de réagir en disant « on nous contraint », mais plutôt de dire comment on va pouvoir évoluer avant que tout nous arrive et qu'on ne réagisse que dans la contrainte, mais plutôt essayer d'anticiper. Alors il est clair qu'aujourd'hui, au niveau des enjeux phytosanitaires, on est passé sur ces 30 dernières années d'une approche qui a commencé à évoluer au niveau réglementaire et au niveau de la prise de conscience de ce qu'ils pouvaient apporter comme contrainte, ces produits phytosanitaires, d'une protection de l'environnement, entre autres la protection de l'eau, à actuellement, et depuis 5 ans ça s'accélère, la volonté forte et l'enjeu de la santé humaine. Les produits doivent permettre de ne pas présenter de risques au niveau de la santé humaine, tout en ne présentant pas de risque forcément pour l'environnement. Cet aspect-là, il est clair qu'aujourd'hui, l'autre point clé de l'approche réglementaire qui se pose actuellement, il est au niveau d'un principe de précaution qui sont pris par les pouvoirs publics. Quand on parle de principe de précaution, ça veut dire qu'il y a des règles qui sont établies pour évaluer un dossier, et dès qu'il manque une virgule, j'ai envie de dire quasiment, on va poser des principes de précaution à dire attention, on n'a pas la réponse, donc on va limiter. Donc on est dans cette logique-là au niveau réglementaire, on passe de l'environnement à la santé, et dans une logique de attention, on ne veut prendre aucun risque vis-à-vis de cette santé humaine, donc on mettra des principes de précaution et on n'autorisera pas tel ou tel produit ou de telle et telle manière. Alors quand je disais qu'il ne faut pas réagir par rapport à ça, par rapport à une contrainte, c'est en fait que si on n'évolue pas de toute façon, aujourd'hui, en tant que viticulteur, vous avez déjà des contraintes. Il y a des metteurs en marché qui aujourd'hui, sur certains points particuliers, vous disent « je veux des produits sans résidus, je voudrais que vous me fassiez un programme sans CMR ». On va revenir sur cette définition des CMR assez rapidement. Mais ça, c'est la première étape. L'étape la plus profonde, c'est que le consommateur, au final, ce qu'il veut, c'est un produit dans lequel il ne prendra pas de risque. Donc si on n'est pas capable de s'adapter au consommateur, avec ces étapes intermédiaires qu'on est en train de vivre, sur ces contraintes actuelles, on risque de perdre le marché et de produire du vin, on ne sait pas pour qui, mais pas pour le consommateur qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un enjeu fort pour la filière et ce n'est pas uniquement des contraintes, et en termes de contraintes qu'il faut le voir. Donc mon propos va s'articuler autour de ces aspects d'enjeux réglementaires et de 4 points clés qui sont les 4 éléments qui aujourd'hui régissent l'approche des produits phytosanitaires, des définitions que vous avez déjà entendu parler, les produits CMR, les perturbateurs endocriniens. Une approche que vous avez peut-être moins entendu parler, mais qui reste importante, c'est la notion de liste de substitution. Et puis des points également au niveau de nouvelles mesures qui ont été prises par l'EFSA en janvier 2016 qui vont impacter petit à petit les homologations des produits phytosanitaires. Premier point, les produits CMR. On en parle beaucoup, vous en avez tous entendu parler, le glyphosate a été un des symboles de ce débat sur la notion de produits CMR. Je veux juste rappeler ici qu'il existe plusieurs catégories de produits CMR. Donc CMR, c'est cancérogène, mutagène ou impact sur la reproduction. Et il existe en fait 3 catégories. Une catégorie qui est considérée comme effet prouvé, une catégorie des présomptions fondées, et une 3e catégorie qui est la catégorie 2, où les effets sont considérés comme peu probables pour l'homme. Dans les 2 premières catégories, 1A et 1B, cités dans ce tableau, ces produits-là sont voués à disparaître. Les réglementations européennes font que tous ces produits, au fur et à mesure de leur homologation, vont disparaître. Très rapidement, d'ici 1 an, il n'y aura plus ces produits sur le marché. L'enjeu se pose aujourd'hui sur la 3e catégorie qui est définie comme peu probable comme effet pour l'homme.
Et donc, quand on parle de CMR aujourd'hui, quand on parle de glyphosate, est-ce qu'il est classé, est-ce qu'il est CMR ou pas, on parle bien de cette catégorie-là. Donc, quels sont les choix politiques qu'on fait ici? Et le choix politique que j'ai indiqué en préambule, c'est bien le principe de précaution. On risque d'interdire ces produits-là. Deuxième notion, c'est les perturbateurs endocriniens. Alors, c'est une notion qui ne concerne pas que l'agriculture. Tout produit chimique va rentrer dans cette catégorie et être défini perturbateur endocrinien ou non. La définition européenne a été prise après beaucoup de retard, 4 ans de retard quasiment, à l'automne 2017, pour définir les critères pour catégoriser ces types de produits perturbateurs endocriniens. Pour la partie agriculture, il y a encore quelques débats, ce n'est pas tout à fait finalisé. Par contre, au niveau de la France, il y a eu, sur la base des premières estimations de comment on pourrait catégoriser ces produits perturbateurs endocriniens, une liste de produits qui a été publiée au 13 juillet 2017, qui n'est qu'une liste provisoire, qui est basée sur des suppositions. Les études n'ont pas été conduites et les critères réels européens n'avaient pas été définis. Donc il existe quand même aujourd'hui une liste de produits commerciaux liés à des substances actives qui circulent, qui existent au niveau national pour les aspects produits phytosanitaires. L'autre point, c'est la notion de candidat à la substitution. Qu'est-ce que c'est? C'est un règlement européen qui, depuis 2009, met en place un principe, là encore, de précaution dans la notion de substitution, c'est-à-dire qu'au niveau européen, pour reprendre le schéma général, chaque substance active est réhomologuée tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, il y a un dossier complet qui est réexaminé pour donner l'autorisation de mise sur le marché de cette substance active au niveau des différents États membres. Au niveau de l'analyse des États membres, chaque pays doit revoir si, dans son cadre à eux, pour cette liste-là, il y a des solutions de substitution. Est-ce qu'on peut substituer une molécule par une autre ou une technique par cette molécule qui permettrait de ne pas réhomologuer cette molécule? Donc c'est des molécules sur lesquelles il y a eu des critères qui ont été définis comme quoi ils pouvaient être potentiellement dangereux, hors perturbateurs endocriniens et hors CMR, d'autres critères. Et donc là, ces molécules-là doivent subir ce passage de comparaison. Est-ce que face à cet usage-là de molécules, est-ce que j'ai une solution alternative autre que phyto, ou est-ce que j'ai d'autres solutions phyto qui seraient moins dangereuses, qui peuvent être substituées? Si c'est le cas, si ces situations existent, ces produits ne seront pas réhomologués. Principe de substitution et de précaution. S'il n'existe pas de solution identifiée comme alternative valable, ces produits garderont une autorisation, seront homologués, mais pour une période uniquement de 7 ans. Dernier point, c'est ce qu'on appelle les guidelines, donc les lignes directrices définies par l'EFSA en janvier 2016, qui portent sur 2 notions principales, les équipements de protection pour les travailleurs, dans le cadre de la réentrée dans les parcelles, et les notions de zones non traitées à bordure de ce qu'on appelle les riverains. Donc toute parcelle qui serait à proximité d'une zone habitée pourrait être concernée, peut être concernée par cette notion de ZNT riverain. À bien savoir qu'aujourd'hui, ces 2 approches-là ont été évaluées et les modèles qui sont utilisés aujourd'hui au niveau européen sont basés sur des études théoriques, pour la plupart produites aux USA, et qui sont systématiquement basés sur le pire cas. Juste pour prendre un exemple, au niveau des ZNT riverains, si on prend le niveau qui est retenu dans les modèles, on est autour d'un niveau de 30 000, je ne sais plus quelle est l'unité. Si on fait les études concrètes au terrain, et l'UPP a commencé à faire quelques études là-dessus, on sera au niveau de 2 à 3 000. Donc c'est-à-dire qu'on prend le risque, si on est à 30 000, ça ne passera pas, alors qu'en fait, le risque réel est autour de 2 à 3 000. Donc on est un facteur de 10 facilement en termes de pire cas identifiés. Ici, un schéma qui peut faire un peu peur, qui a été réalisé par l'UPP en essayant de reprendre tous ces critères-là qui peuvent arriver petit à petit. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, puisque c'est au fur et à mesure de la réhomologation des produits, au fur et à mesure des décisions des États. Aujourd'hui, on a 164 molécules fongicides, herbicides et insecticides homologués, 164 produits. Si on supprime les 1A et 1B, bon, on tombe à 162. Je vous le disais, c'est déjà fait aujourd'hui, grosso modo. D'ici 2 ans, il n'y aura plus de produits CMR1, CMR1B. Si on enlève les CMR2, tels que j'ai défini tout à l'heure, effet pour l'homme, on tombe à 100 molécules. Si on enlève les perturbateurs endocriniens tels qu'ils sont définis aujourd'hui au niveau national, on tombe à 68 produits possibles d'utiliser.
Si aujourd'hui on se dit, surtout, je ne veux pas mettre en danger mes travailleurs parce qu'il est identifié et il m'est dit qu'il faut mettre un port de pays obligatoire tel que les critères sont définis en 2017, on tombe à 53 molécules. Et si on applique en dernier ressort les guidelines de l'EFSA que je viens de vous citer, on arrive à 25 molécules. Donc il est clair qu'aujourd'hui, si tous ces choix-là sont empilés les uns sur les autres, on est sur une situation où on va subir une viticulture où on ne pourra plus traiter les vignes, ou quasiment plus, avec des produits phytosanitaires ou avec des problèmes techniques importants. Donc le choix aujourd'hui est dit, soit je subis, soit j'essaie de réagir et de créer une viticulture sans doute différente. Les enjeux immédiats des détails de ces risques et de ce tableau-là, si on prend les critères CMR et perturbateurs endocriniens, on peut assez rapidement arriver à ne plus avoir dans la liste des produits des substances actives anti-mildiou multisites telles que le folpel, le mancozeb ou le méthyrame. Vous savez tous en tant que viticulteurs que ces molécules multisites sont systématiquement ou très fréquemment associées à des molécules dites unicites pour gérer en particulier l'efficacité et gérer le risque d'apparition de résistantes liées à des molécules unicites qui présentent plus de risques de développer de résistance. Donc, petit souci potentiel demain par rapport à la stratégie mise en place depuis 20 ans en France sur comment on gère la résistance pour garder l'efficacité des produits. On risque aussi de perdre des solutions dans les molécules anti-odium. Certains IBS, la famille des triazoles, risquent de disparaître. Certains QoI, strobilurine, risquent de disparaître également. Donc c'est un souci global parce que plus on réduit le champ des possibles, plus aussi on concentre les sur certains types de modes d'action et donc risque de perdre d'efficacité par apparition de résistance du mildiou ou de l'odium. Sur ces deux critères-là que je viens de citer, c'est quand même aussi un problème par rapport au black rot, puisque les multisites anti-mildiou sont les produits de contact systématiquement utilisés pour lutter contre le black rot, et les IBS et les QoI sont les deux produits aujourd'hui qui sont très utilisés, qui permettent d'avoir un effet rétroactif et un peu curatif. Donc, mieux gérer les notions de black rot. Donc, quid du black rot demain en termes de produits, si, au fur et à mesure, dans 5 ans ou dans 10 ans, on a réellement, au fur et à mesure de la remologation des produits, disparition de tous ces produits. Petit problème. La liste de substitution, c'est un point qui me semble important. On parle du cuivre, on a évoqué très rapidement le bio tout à l'heure. Bon, le cuivre, il a tendance, semble se confirmer vers des réductions de doses de cuivre à l'hectare dans le cadre de la réhomologation européenne. Mais il faut voir que le cuivre est mentionné au niveau européen sur la liste de substitution. Donc au cas par cas, usage par usage, on va voir s'il est possible de substituer le cuivre. Or aujourd'hui, dans la situation actuelle, pour une viticulture conventionnelle, on peut substituer le cuivre. Pour une viticulture bio, il ne semble pas. Alors quel va être le choix politique sur ces deux? Est-ce qu'on maintient l'utilisation du cuivre uniquement pour le bio parce qu'on est sur un cas où il n'y a pas d'autre solution actuellement? Ou est-ce qu'on considère que le bio se débrouillera différemment et on supprime le cuivre? Ou est-ce qu'on garde pour tout le monde? Question et des débats qui vont avoir lieu dans les 2 à 3 ans à venir sur cette notion de cuivre par rapport à cette liste de substitution. Et puis sur les guidelines EFSA que j'indiquais tout à l'heure, le port des OPI avec des homologations port de pays post-délai de réentrée dans les parcelles va être systématique, ce qui veut dire qu'il va falloir porter des EPI jusqu'aux vendanges. Donc toutes les vendanges manuelles vont devoir se faire avec des gants et une combinaison complète. Et puis aujourd'hui, il y a des risques aussi par rapport au risque riverain, un nombre de molécules et des échos venant des dossiers des firmes phytosanitaires font apparaître qu'il est fort probable que des matières actives, même homologuées récemment, c'est-à-dire qui sont juste dans la première phase de homologation après 10 ans leur première homologation européenne, risquent de ne pas passer ce cap-là par rapport au risque riverain tel qu'il est considéré aujourd'hui. Donc on est sur ces contraintes-là qui arrivent. L'avenir, on peut parler effectivement de substitution, d'aller sur autre chose, vers des notions de biocontrôle. Oui, mais il faut resituer le biocontrôle dans le contexte actuel. Ce contexte-là, quand on parle de biocontrôle, déjà, première chose, on peut avoir plusieurs définitions, plusieurs idées qui vous viennent quand on parle de biocontrôle, et je voudrais juste faire le focus sur tous ces noms qui s'affichent sur le tableau. Le biocontrôle, ce n'est pas, comme un nom l'indique ici, du biostimulant, bien deux choses différentes, malgré qu'il y ait le terme bio dedans, et ce n'est pas non plus l'agriculture biologique. Donc c'est un autre concept qu'on va essayer de définir, le biocontrôle actuellement. D'une part, je voudrais resituer le biocontrôle aujourd'hui, tel qu'il est développé, puisqu'il y a quand même des produits qui arrivent sur le marché qui sont homologués, des nouveaux produits homologués biocontrôle. On ne va pas utiliser un produit biocontrôle. On
On peut utiliser de la même manière qu'un conventionnel, ça reste dans une logique de substitution, mais ça s'intègre dans une démarche globale d'agriculture, de viticulture, où on va renforcer, je pense que c'est important de renforcer même ces aspects qui sont les b.a.-ba de la production raisonnée. C'est des observations de terrain, c'est de la pulvérisation adaptée, et le face par face reste une mesure qui est indispensable à réaliser si on veut réussir en conventionnel et d'autant plus en biocontrôle. Quand je parle face par face, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout viticulteur s'équipe de panneaux récupérateurs. Le matériel que vous avez aujourd'hui doit être passé et chaque phase de rang doit être traitée. C'est ça l'enjeu qui est derrière, dans un premier temps. Les aspects modélisation sont des outils qui peuvent aider. La réduction des doses et des intrants aussi s'intègre dans cette démarche générale. Et dans cette démarche générale, aujourd'hui, on intègre le biocontrôle comme une solution qui va permettre d'être une alternative et de s'intégrer dans l'ensemble de la protection des vignobles. 2 minutes, Eric. La définition au niveau réglementaire, c'est une AMM, c'est-à-dire que c'est considéré comme un produit phytosanitaire. Ça a une nature et des origines de substances actives qui sont déjà présentes dans la nature et qui prennent en compte dans la définition les aspects tox et écotox. C'est-à-dire qu'un produit, même s'il est naturel, et je reprends l'exemple du cuivre, qui est assez symptomatique, n'est pas considéré comme un biocontrôle parce qu'il a une toxicité identifiée au niveau des vers de terre, par exemple. Les conclusions, les éléments, c'est que c'est une taxation réduite et on ne prend pas en compte ces produits dans le calcul des IFT. Il existe plusieurs catégories de biocontrôle, les macro-organismes, les micro-organismes, médiateurs chimiques et substances d'origine naturelle. Juste pour faire un tableau aujourd'hui des solutions qui existent en vigne, vous avez une molécule herbicide qui peut être utilisée mais dont l'efficacité reste limitée parce qu'elle doit être appliquée dans certaines conditions et sur très jeunes adventices, mais ça peut être une solution d'avenir quand même intégrée dans un système un peu plus global d'entretien des sols et pas forcément une substitution d'une molécule à une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette molécule-là ne se substituera pas au glyphosate, mais intégrée dans une démarche globale, pourquoi pas l'utiliser et l'envisager. Il y a 4 solutions anti-mildiou qui aujourd'hui présentent des efficacités insuffisantes en solo et sont plutôt recommandées dans les premières approches de ces solutions avec des réductions de doses des produits associés, donc association avec des produits conventionnels. Au niveau anti-odium, si on met à part le soufre qui fait partie de ces catégories des biocontrôles, on est là aussi sur des produits homologués mais qui ont une efficacité solo insuffisante, donc on n'est pas sur la substitution dans l'état actuel des connaissances et de l'utilisation de ces produits stricto sensu. Les antibiotitis, bon, on connaît les difficultés qu'on a à maîtriser les botrytis, ce n'est pas un enjeu majeur non plus pour le vignoble méditerranéen. L'intérêt principal de ces produits, tels qu'ils sont utilisés dans certains vignobles plus fortement impactés par le botrytis, c'est plutôt en fin de saison, dans une logique d'éviter les résidus des produits antibotrytis. Et puis, en insecticides, c'est là où on est, j'ai envie de dire, le mieux pourvu. On a quand même des méthodes qui fonctionnent, et en particulier la méthode des phéromones, de la confusion sexuelle qui se développe de façon importante ces derniers temps. En conclusion, on a effectivement des contraintes réglementaires aujourd'hui qui doivent nous faire prendre conscience qu'il y a des enjeux qu'il faut faire attention, et c'est ce que j'ai évoqué, ZENTO, DVP, c'est tous les enjeux environnement que j'évoquais qui ont été déjà développés depuis une quinzaine d'années, le classement TOX, les CMR et PE, attention, danger, il y a des éléments de contraintes réglementaires qui arrivent. Si on prend le futur possible que j'évoquais des EPI post-DRE, soit des LNT riverains, on risque une sortie de route si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on reste comme ça et qu'on attend que ça nous tombe dessus, la sortie de route risque d'être imminente. Et dernier point pour ouvrir, sur les solutions de biocontrôle, oui, on vient de les évaluer très rapidement. J'ai fait un tableau synthétique qui présente les solutions qui existent. Mais pour le moment, si on se contente de faire des solutions de biocontrôle, des solutions de substitution, on est dans l'impasse. On ne va pas réussir à dire je remplace mon produit conventionnel que j'avais l'habitude de mettre qui fonctionnait très bien par la solution de biocontrôle sans changer le système. Et donc, on est invités aujourd'hui tous, en tant que recherche, en tant que développement, en tant qu'acteurs, producteurs, à identifier les solutions du futur pour faire en sorte que ces solutions de biocontrôle s'intègrent non pas dans une démarche classique que je viens de reprendre, mais essayent de s'imaginer dans une démarche plus globale où on change notre système et on soit actif et non pas uniquement en train d'attendre que ça se passe. Merci.